Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire de vie et formation. Collection dirigée par Gaston Pinault. Avec la collaboration de Bernadette Courtois, Pierre Dominicé, Guy Jobert, Gérard Melécuse, André Vidriquer et Guy de Villers. Cette collection vise à construire une nouvelle anthropologie de la formation, en s'ouvrant aux productions qui cherchent à articuler histoire de vie et formation. Elle comporte 2 volets correspondant aux 2 versants, diurne et nocturne, du trajet anthropologique. Le volet formation s'ouvre aux chercheurs sur la formation s'inspirant des nouvelles anthropologies, pour comprendre l'inédit des histoires de vie. Le volet histoire de vie, plus narratif, reflète l'expression directe des acteurs sociaux aux prises avec la vie courante à mettre en forme et en sens. Dernière parution. Volet histoire de vie. Yves Niger, La roue du hamster 2010. Jean-Pierre Weiland, L'imparfait du subjectif 2010. Safira X, Mémoire d'une fille paumée 2010. Anne-Marie Pifot, Les secrets de Lina, Persévérance 2010. Maurice André, Récit de vie d'un marin 2010. Maryvonne Caillot, Comme des orpailleurs. De la misère à la pauvreté, les relations comme chemin de libération 2010. Martine Lanibayle et Marianne Mallet, Dirs. Événements et formation de la personne, tome 3, 2010. Aurélia, Le prix du silence 2009. François Chaput, Profession, chercheur d'emploi. Parcours chaotique d'un empoisonneur, 2009. Paul Secchter, Venez nous chercher. 2 petites filles juives dans la tourmente nazie 2009. Monique Blocqaux, La vie sans toi, 2009. Christian Montémont et Yonida, Curriculum et Vito. Une écriture biographique accompagnée, 2009. Jean-Pierre Milan, Aviateur sans moteur 2008. Roger Bolzoni, Vivre debout malgré la maladie et le handicap, 2008. Dialogage. Par Enrique Beltrao 1, pour André de Peretti. Tout se passe comme si les étudiants n'existaient pas. Où sont les petits élèves ? Vous me choquez. De parler d'éducation sans leur présence. André de Peretti. Lors du Cercle réflexif de Nantes, le 26 mai 2010, confère pp 3140. Où sont les étudiants ? Éveillons-les chez nous. Que sentent les enseignants ? Rêvons ensemble, toujours. La réciprocité fait rimer. Parmi nous. Et cheminer dans la diversité. Lucidement fou. Dénouons les liens attachants. Pour nous réunir en partageant. Errons loin de l'isolement. Rappelons-nous les retrouvailles plaisantes. Laissons tomber dans l'oubli. Les réticences face à l'inouï. Les générations se suivent mais ne se rassemblent pas. Quand on ne reconnaît pas cet au-delà. Qui vit maintenant, après autrefois. Nos certitudes caduques, nos questions nous éduquent. Cueillir l'hier, semer l'aujourd'hui, apprivoiser l'avenir. Aimer la vie, maintenant et ici. Vivre le délice du doute éternel. Dialoguant au cœur des jardins. De ce poétique chemin. De l'éphémère essentiel de. À l'écoute de nos voix au fil du temps. Par Enrique Beltrao, pour Martine Lanibayle 3. L'âge change les échanges. Les syllabes chantent leur langage. Ouvrons le bagage des mots valises. Prenons les risques que l'on divise. Vivons la beauté et le danger du partage. Pénétrons nos zones de turbulence. Tous enceints de doutes et d'interrogations. Qui nous habitent depuis l'enfance et l'adolescence. De nos jours, de mon temps, depuis toujours nous le disons. Les enfants, les jeunes, les vieux vivent dans l'étrangeté. On sera un autre, on l'est maintenant, oubliant ce qu'on a été. Depuis nos renaissances, effacer nos anciennes présences. Écoutons l'inquiétude, sans âge, chez nous. Dansons au rythme des pas qui s'envolent enchantés. Vers le bal kaléidoscopique de la disharmonie de la diversité. Laissons couler les sabliers changeants depuis toujours. La raison ne s'accorde pas à la folie du temps. Ce que nous pensons rime avec ce que nous sentons. La chronologie n'obéit pas du tout au grand. Le cœur nourrit les apprentissages pour de bon. Chacun incarne le temps, mais de passage.
À chaque geste, ouvrir le chemin à tout âge. Laisser apparaître, vouloir transmettre. Ce qu'on a le droit et le plaisir d'être. Préambule, est-ce que vous dormez? Martine Lanibel 4. Pensez à l'avenir. L'avenir dans les yeux. André de Peretti. Quand j'évoque André de Peretti, j'ai coutume de dire que je l'ai connu avant d'être né. Ce n'est ni un effet de style, ni un plaidoyer pour l'intergénérationnel. Mais un constat. Un simple constat. Mon père, en effet, a rencontré André de Peretti pendant son long parcours de captivité en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, et il en a été profondément marqué dès lors, moi aussi. L'histoire remonte donc bien me concernant à quelques années avant ma naissance. Car derrière mon père, André a toujours été là, depuis cette époque qui a assombri le monde. André comme souvenir de survie. Une figure de proue, vive et avenante, invitante. Un inlassable sourire qui donne en toutes circonstances espoir sain. Il est bien difficile de capturer André de Peretti sur des lignes de papier même pour lui rendre hommage, tant il est vivant, pétillant, pluriel. Je ne sais par quelle entrée commencer, comment parvenir à rendre compte avec des mots de ce que l'homme fait et a fait de ce qu'il nous fait et qui nous le rend indispensable. Et qui fait ce qui en rend la découverte interminable aussi, caractéristique qu'il cultive en nous lançant à chaque intervention dans une aventure à 1001 rebondissements, à savoir comme le conte, sans fin, chacun relançant une suite. Pour autant, nous n'avons pas attendu ses proches 101 ans pour réunir dans cet ouvrage des témoignages de quelques-uns parmi les innombrables qu'il aura marqués, tant nous étions impatients de lui offrir ce bouquet que nous avons souhaité colorer, tel l'arc-en-ciel de ses multiples messages. Alors c'est à l'homme jeune de seulement 95 printemps que nous le destinons, rendez-vous étant pris pour les années suivantes. Car André de Peretti ne cesse, en s'appuyant sur le passé, de nous inviter toutes générations confondues, à l'avenir, comme la phrase mise ici en exergue le souligne, plus justement à apprivoiser l'avenir 7. Et ce message, il le renouvelle avec une ardeur et une énergie jamais défaillantes. Lui, pour s'y maintenir, n'a pas besoin de piqûres de rappel. Nous, si. Et comment y parvenir? Il y a des portes pour passer, nous dit-il, plutôt que des murs à cogner et je crois qu'il faut qu'on reste dans l'enthousiasme, dans la fierté. 2007 sur 123. Enthousiasme, voilà un mot fréquent dans son vocabulaire. En effet, André de Peretti détient un art de la mise en mots peu fréquent, usant de formules inhabituelles parfois un brin baroque et toujours alertantes et stimulantes. Et il joue malicieusement avec elles. Car l'humour est pour lui une vertu principale et salutaire, indispensable, un humour bien tempéré, précise-t-il toutefois, comme le clavier musical bachien. Telle est sa partition. Ses mots moteurs, il les a glanés tout au long de sa vie et de son parcours, qui seront rappelés plus loin en ces pages. Il en a créé aussi. Des mots qui ne sont pas vains ni isolés, car il ne se contente pas de les dire, il les vit et les montre, il les agit et les agite, il les tisse en textes qui prendront vie à leur tour tant ils seront d'évocateurs en nous de ce qui est nécessaire à la vie. En citer parmi les plus récurrents suffira à donner une idée de son énergétique principale, celle qu'il nous communique sans relâche. Et comme le véritable ordre n'est qu'un temps du fécond désordre, présentons-les en suivant l'aléa alphabétique qui évitera le cognitif autant que l'affectif ou le catégoriel et permettra, à chacun, d'y inventer sa propre logique, et en colonne, pour laisser le vide généré sur la droite ainsi dégager des associations, tant personnelles que sociales. Affût. Ami. Ardeur. Audace. Baroque. Biologisation. Blason. Colibri. Complexité. Confiance. Créativité. Devenir. Diversification. Enthousiasme. Humour. Inouï. Interstice. Inversion. Malin. Non, négativité. Optimisme. Oser. Panthère. Paradoxe. Réciprocité. Rencontre. Responsabilisation. Ruse. Solidarité. Surf. Variété. Vigilance. Chacun pourra apprécier dans cette liste ce qui fait partie de son propre vocabulaire,
pour valider son taux de pérétisation. Plus sérieusement, si l'on s'imaginait face à une tâche d'écriture avec consigne de produire un texte articulant, avec cohérence autant que pertinence, plus un brin d'impertinence, ces différents mots, on aurait une idée des avancées réflexives majeures proposées par André de Peretti. Tâche salutaire à prescrire à chacun, et pas seulement dans le monde de l'éducation ou de la formation 8. Dans l'ouvrage collectif qui va suivre, nous avons réuni des témoignages de personnes de notre équipe ou apparentées, toutes ayant été marquées à un titre ou un autre par l'œuvre autant que la personne d'André de Peretti. Afin de rendre hommage à son immense talent et ses qualités communicatives et positivantes. Je ne cacherai pas, écrit celui-ci en dernière ligne de son imposant ouvrage énergétique personnel et social 9, que j'entretiens des réserves d'optimisme. Pourquoi pas? L'optimisme, l'espoir ne sont-ils pas au cœur de toute méthode et de toute solidarité, donc de toute cohérence et de toute survie? Et l'humour n'est-il pas la démarche d'une complexité saisie qui se dénoue en conscience, d'une lucidité qui s'affine en tendresse, d'une vigueur qui s'infléchit ou s'inverse en délicatesse? Peut-être serait-il temps d'y souscrire. 1999 sur 416. Au-delà de son vocabulaire, si nous le découvrons maintenant à travers ses nombreux ouvrages, confère annexe 2, nous aurons accès à une autre forme de diversité dans les formulations des réflexions qu'il nous propose, allant de l'ouvrage pédagogique et ingénierique fourmillant d'histoires et autres anecdotes, avec des indications souvent assez précises et illustrées sur comment faire en situation, à l'ouvrage plus théorique voire ardu, confère par exemple 1999 Op. Cite, proche de l'essai philosophique. Mais André de Peretti ne s'est pas cantonné dans ce domaine, celui dont nous traiterons surtout ici compte tenu de notre spécialité en éducation. Il a aussi produit une œuvre littéraire spirituelle et religieuse. Il est un catholique engagé, historique essentiellement sur le Maroc, mais également lyrique et poétique. Homme aux multiples facettes et sources d'intérêt enchevêtrées, homme ouvert et visionnaire. Avec la mondialisation et ses paradoxes, n'entrons-nous pas, anticipe-t-il, dans l'ère des interactions, des disparités et des décloisonnements généralisés, plus que dans celle du dépérissement de l'État qui procède néanmoins d'une hypothèse analogue sur l'évolution des systèmes sociaux? Nous allons droitement vers une civilisation des informations et des communications de plus en plus accélérée et simultanée, mise à la disposition de plus en plus instantanée d'individus de plus en plus libres, et paradoxalement dialogiquement reliés. Bien ou mal? Questionne-t-il encore après ce constat posé à la fin du siècle dernier, et qui s'avère plus que vrai aujourd'hui, une décennie plus tard, 1999, pp 414 à 415. Résolument optimiste par choix, préconisant des actes résistants mais modestes, à fond plus qu'à l'extrême, goutte à goutte mais ardent, André de Peretti délivre en direction des jeunes un message d'espoir applicable à tous. Il faut se dire oui. Il y a beaucoup de choses à faire, oui. Il y a des tas de gens malheureux et il faut qu'on crée une économie constructive. Il faut qu'on crée des solidarités. Il faut donner des possibilités, ce qui suppose aussi des idées, des recherches, des ardeurs, des risques, eh bien on vit avec. 1997 sur 119. Et cela nécessite d'être toujours à l'affût, toujours inventif, créatif. Rusé. Et responsable. Parmi ces champs multiples, ce sont donc ces principaux apports pédagogiques que nous retiendrons surtout en ces pages et qui nous feront réagir, chacun en lien avec ses découvertes et expériences propres. Et à les parcourir, ces apports, on se prend à rêver. Ah, si seulement ces préconisations avaient été plus efficacement écoutées, ne serait-ce que concernant l'épineuse question de l'évaluation, un des chevaux de bataille favoris d'André de Peretti, le stérile et avorté débat à ce propos qui a pointé son nez en cette fin d'année 2010, vite étouffé, n'aurait même pas eu lieu d'être. Si seulement, mais qu'attend-on? Vous dormez? A demandé André le 26 mai 2010 à son auditoire, pourtant attentif et subjugué, mais qu'il estimait un peu passif à son goût. Puissent ces pages, puissent ses propres pages dont il n'a pas été avare nous réveiller. À l'orée d'un siècle, que dis-je, d'un millénaire nouveau, il serait temps. Merci à toutes les personnes qui ont participé avec enthousiasme et rapidité à cette démarche ainsi qu'aux transcripteurs et correcteurs, tout particulièrement Philippe Jean S. et Carole Buffa-Potenteux, Hélène Durusquec, Christiane Gomez-Dupuis et Isidore Leborgne. Présentation.
Philippe Montero 11 et Carole Buffa-Potente 12. Ce projet d'ouvrage, à l'initiative de Martine Lanibel après suggestion de Gaston Pinault, est né de concert avec la programmation d'une journée en hommage à André de Peretti prévue à Nantes le 25 mai 2011. Dans un temps restreint et à son insu, nous avons sollicité dans notre entourage ceux que nous savions en lien à un moment donné, de près ou de loin avec André de Peretti. Aussi avons-nous imaginé croiser des regards singuliers de pères, disciples, étudiants, membres de sa famille, amis, sans dessein d'exhaustivité. En effet, comment convier toutes celles et ceux qui lui sont chers, toutes celles et ceux pour qui il a compté personnellement, professionnellement, intellectuellement. Nous espérons néanmoins que nul ne sera froissé de ne pas avoir été sollicité, d'autant que le bouche à oreille a aussi opéré. Ce livre s'est donc construit avec des personnes qu'il connaît bien, d'autres moins, certaines pas du tout, et c'est grâce à un travail collectif que s'est maillée cette chaîne de compagnonnage. La lecture des textes subjectifs agrémentés de photos de ce novateur et homme de communication 13 ici réunis se décline en 3 temps. La première partie vise à mieux connaître et comprendre le pédagogue dans sa singularité, sa globalité et sa complexité, d'abord à travers un entretien qu'il nous a accordé à Paris fin janvier 2011. Puis un séminaire récent dans le cadre des cercles réflexifs sur l'éducation à Nantes est une invitation à le voir à l'œuvre, Martine Lanibel et Marie Poupart. Enfin, ses idées leviers détaillées par François Muller, ses outils et techniques tels que le blason, Fabienne Cotte et Louis Basco, le bestiaire, Raphaël Lavenant, permettent de mesurer ses apports divers et variés dans le champ de l'éducation et de la formation. Un deuxième point, avec la poésie comme ouverture, convoque des témoignages générationnels classés par ordre chronologique. Les apprenants, des disciples, des pères et amis, révèlent leur rencontre marquante avec André de Peretti pour lui dire leur gratitude, mais aussi pour nous faire partager ce qu'ils ont pu s'approprier grâce à ce promoteur infatigable de la conformation et de la responsabilisation de l'apprenant dans sa propre démarche d'apprentissage. 14. D'abord la plus jeune ou 4e génération est celle des collégiens, lycéens et étudiants, Ophélie Boulard, 5 collégiens et Marie Poupart. Puis nous lirons les témoignages de professionnels du primaire à l'université, également en recherche, dans la 3e génération, Françoise Ménard, Philippe Montero, Renaud Étier, Raphaël Lavenant, François Texier, Fabienne Cotte et Louis Basco. Pascal Galvani, Mohamed Meliani, François Muller, Alfredo Peña Vega, de la 2e génération, présente ensuite comment il s'appuie sur la posture inspirante d'André de Peretti, chercheur et formateur. La 1re génération avec Florence de Peretti, l'aînée de ses filles au nom de tous les siens, Martine Lanibel, Philippe Mérieux, Dominique Relat, raconte à leur suite l'homme au-delà des mots. Enfin la génération O comme origine, celle des pères toujours en recherche comme Jacques Ardoineau, Denise Benaquin, Jean-Louis Lemoigne, Edgar Morin, Gaston Pinault, Armène Tarpignan, témoignent de ses liens profonds et fondateurs avec André de Peretti. Notons que les auteurs des générations de 2 à O comme origine ont simplement été classés par ordre alphabétique. Dans un dernier temps, des étudiants de l'Université permanente de Nantes, connaissant peu ou pas André de Peretti, ont produit un florilège faisant naître en le réinventant l'idée de l'homme à partir de quelques mots pérettiniens. Si un de nos objectifs en cette aventure de recueil a été de surprendre André de Peretti, lors de sa venue à Nantes le 25 mai 2011 en lui remettant ce livre hommage, nous avons eu à travers cette démarche, le désir de faire découvrir ou redécouvrir cet intellectuel au brillant parcours. Un pédagogue d'exception, un homme d'exception avec un fort engagement de la réflexion dans l'action et réciproquement, que nous soyons enseignants, formateurs, chercheurs, parents, décideurs, politiques. Écoutons-le encore et encore aujourd'hui plus que jamais. 1980. 1985. Partie 1. Variation pédagogique. 1. Un homme porteur d'avenir dans l'action, 19. Carole Buffa-Potente et Philippe Montero. 2. Le pédagogue à l'œuvre, 31. Martine Lanibel et Marie Poupart. 3. Thème et variation pérettinienne, 41. 3.1. Quelques idées leviers, François Muller, 41. 3.2. Le blason Louis Basco et Fabienne Cotte, 69. 3.3. Le bestiaire germinatif, Raphaël Lavenant, 75.
29 janvier 2011. 1. Un homme porteur d'avenir dans l'action. Carole Buffa-Potente et Philippe Montero 15. Quelques lignes seulement pour un si long trajet. Un pari audacieux pour tenter de saisir la prestance pédagogique d'André de Peretti à travers un entretien qu'il a bien voulu nous accorder 16. Un moment de formation chargé d'émotions. Lors d'un regroupement Transform 17 fin octobre 2010, Martine Lanibel propose d'associer ceux qui le souhaitent à un projet d'ouvrage coordonné en hommage à André de Peretti. Malgré les délais serrés, regards et sourires échangés rapidement sont suffisants pour imaginer l'enthousiasme qui est le nôtre. Sans trop réfléchir à notre légitimité, nous qui le connaissons assez peu, peut-être n'aurions-nous pas osé nous engager dans cette aventure sans ce cercle réflexif de mai 2010 à Nantes, confère article suivant de Martine Lanibel et Marie Poupard. En effet, pour avoir eu la chance d'y participer, nous savons qu'André de Peretti est abordable, humain, malgré son brillant parcours quelque peu inhibant. Alors, mettant provisoirement de côté nos inquiétudes légitimes pour entendre nos émotions, notre envie d'aller voir de plus près cet homme qui nous avait fascinés prend rapidement le dessus. Nous convenons d'un rendez-vous avec lui. Une question nous taraude. Pourquoi avons-nous trop peu croisé ses écrits à l'université dans le cadre de nos études ? Nous sommes 3 à vivre cette expédition parisienne. Une professeure des écoles en CLIS 18, Raphaël Lavenant, article pp 75 à 77 et 101 à 107, et nous-mêmes formateurs d'adultes. Ensemble, solidaires, devant la grande porte cochère de son domicile dont le nom de la rue est chargé de sens, celle d'un précurseur de la révolution et de l'éducation tout au long de la vie, dont la devise était déjà celle d'apprendre à apprendre, nous sommes probablement aussi tendus les uns que les autres. Les mots ne sont pas utiles entre nous pour le réaliser. Nous veillons à ne pas nous communiquer notre inexorable appréhension. André de Peretti nous attend. Son accueil chaleureux nous permet de nous détendre rapidement, puis il nous invite autour d'une grande table, celle-là même qui fut témoin de la discussion du Conseil du Trône pendant les événements marocains où il jouera un rôle décisif, comme il nous le fait revivre pendant l'entretien 19. Exit nos bonnes résolutions, nous qui souhaitions trouver un équilibre entre le laisser s'exprimer le plus possible, tout en veillant à ne pas l'importuner en restant trop longtemps. Mais à plusieurs reprises, il nous précisera être bavard. Nous échangerons finalement pendant 5 heures en oubliant l'horloge. Mon temps est sans limite, dira-t-il, et nous voyagerons avec lui en revivant des éléments forts de son histoire. Très alerte et fringant, sa culture générale, sa mémoire des dates, sa réflexion à travers ses convictions nous impressionnent. Il avait envie de se livrer, nous désirions l'écouter. Aussi, il s'avéra difficile de partir. Ce n'est qu'en début de soirée que nous nous serrons fermement et longuement la main, tous 3 ravis, émus de cette rencontre humaine, de ce grand moment de formation. Des valeurs ancrées depuis l'enfance. Au rythme de rencontres marquantes et multiples. André de Peretti est un homme intègre toujours en phase avec son savoir-faire et son savoir-être, son action et ses valeurs éthiques et chrétiennes. Pour lui, tout se tient et tout est important. Il faut être à l'écoute de soi. Il y a une écoute de ce qui peut sourcer en nous, que nous pouvons contrarier quand nous voulons trop l'immédiateté logique. Il faut laisser de la souplesse, se redonner de la souplesse. Suite au divorce de ses parents, il est contraint de quitter son pays natal à l'âge de 11 ans, pour aller vivre chez une grande-tante, puis chez une tante et un oncle en France. Il restera très attaché à ses racines marocaines, à ses amis, à des personnalités comme le roi Mohamed V, auprès desquelles il jouera un rôle crucial par son combat en faveur de l'indépendance du Maroc. Cet exil l'amène à côtoyer un milieu intellectuel et artistique, mais il est aussi proche de l'entreprise et du monde ouvrier. L'attention qu'il porte à la personne humaine sonne très tôt comme une évidence et s'inscrit dans une réelle ouverture aux autres, au monde, à la vie. Étant attaché à créer une ambiance, un esprit d'ouverture dans les collèges et les lycées, il s'investit auprès de la jeunesse chrétienne. Il trouve la chaleur humaine sans fard qui lui sied auprès des familles ouvrières. Avec émotion, il se remémore l'accueil extraordinaire de ses enfants et de ses parents miséreux. Il fallait voir les conditions extrêmement malheureuses de l'époque. On a oublié, c'était inimaginable. Je ne me séparerai jamais de la classe ouvrière. Je me sentais lié même si en même temps,
j'étais lié par ma famille au monde non seulement bourgeois, mais aristocratique. Libre, il ne se sent appartenir à aucune caste et s'approprie la devise de sa branche familiale par Paris Refurter, généralement traduite par On rend l'appareil. Mais au-delà de l'interprétation paternelle conforme à la traduction classique, il l'entend quant à lui, comme l'égal est rendu à l'égal, ni personne au-dessus, ni personne en dessous. C'est là un bel exemple d'individuation d'une devise collective, affirmant les valeurs d'un sujet qui ainsi se désassujettit, se fonde. Malgré les difficultés qu'il rencontrera, il ne perdra jamais sa joie de vivre qui engendre un réel optimisme à toute épreuve, à l'exception d'une période de creux d'1 an après sa captivité. Il retrouvera son énergie, son humour, auprès de sa mère et d'amis au Maroc. Notamment l'humour juif qu'il cultive et dont il apprécie particulièrement la subtilité qui le caractérise. L'humour a de multiples aspects, mais un premier aspect, c'est d'inverser les situations. Le texte prend un éclairage, c'est-à-dire que l'humour met en jeu le contexte, alors que notre tendance est toujours à garder le texte et à ne pas le faire sortir. Sa vie est parsemée de rencontres diverses et variées et elles ont, dans une importante mesure, fait sa vie, comme il l'écrit dans le sens du sens 20. Ainsi, il croise des intellectuels, des poètes, des philosophes, des hommes politiques, avec de véritables et prestigieuses amitiés comme Teilhard de Chardin, Albert Camus, Louis Massignon, Edgar Faure, Max Pagès, Carl Rogers, Edgar Morin, mais aussi d'innombrables lectures hétéroclites qui le nourrissent dans sa vie intellectuelle, professionnelle, existentielle, dans le sens où ces différentes personnes lui inspirent, le refus des choses mécaniques, habituelles d'une doxa lancinante d'idées reçues. Non, on reçoit des idées accompagnées, elles nous accompagnent et nous les accompagnons, mais elles ne sont pas des idées que l'on prend en bloc, explique-t-il. Les décennies traversées par André de Peretti sont probablement celles qui ont connu les plus profondes mutations tant sur les plans culturels que sur les plans sociaux, économiques, et elles s'inscrivent dans un monde de plus en plus complexe. Cependant, son histoire semble se dérouler tel un fil. Les moments vécus restent très présents malgré les années, mais il reste en phase avec son époque entouré de sa femme qu'il admire et qui joue un rôle important dans sa vie d'homme, ainsi que de leurs enfants et petits-enfants dont il connaît le cheminement singulier par-delà les frontières. Mais s'il s'est toujours montré bien dans son époque au gré des évolutions, il sait aussi être en décalage, à contre-courant. Un parcours éclectique et atypique. Élève brillant passionné de mathématiques, de lettres, de philosophie, il fait le choix, tout en restant attaché à son inclination littéraire, de poursuivre ses études à Polytechnique. Aussi, il donne ses premiers cours de littérature en captivité grâce à sa culture générale, son désir d'apprendre à travers les lectures, son envie de transmettre. La joie de connaître et le plaisir d'enseigner resteront son plaidoyer. À la faveur de ses qualités, il va être sollicité après-guerre, sans titre spécifique, pour mettre en œuvre des enseignements de psychologie et d'esthétique destinés au cadre des manufactures de l'État. Là encore, il se forme grâce à l'approfondissement d'auteurs, de chercheurs et à l'observation sur le terrain. Lorsqu'il enseigne les lettres et la philosophie en mathématiques spéciales, il allie sciences humaines et sciences exactes. Comme pour valider son expérience, il mène une thèse de doctorat assez tardivement, du changement à l'inertie, reprise aujourd'hui sous le titre énergétique personnel et social. Au moment de la soutenance, il opte pour une posture de biais pour pouvoir voir et le jury et le public. Cette attitude traduit à la fois son côté respectueux de l'autre et son côté transgressif, à contre-courant, dialogique révélatrice de sa personnalité. En effet, comme il était formateur sans titre officiel, il devient docteur ès lettres et sciences humaines sans statut de chercheur à proprement parler et il tient à faire des recherches différentes des travaux universitaires habituels. Il cultive la sérendipité 21 et lie l'abstrait au concret. Pour lui, il est essentiel de mettre de l'inattendu, et pour cela se souvient de son ami Carl Rogers qui l'a beaucoup inspiré tout au long de son œuvre. Quand il dirigeait le département de psychosociologie de l'éducation à l'Institut national de la recherche pédagogique. Je disais à la vingtaine de chercheurs, à chaque fois qu'ils me présentaient leur thème, il faut que vous ajoutiez une variable qui n'a rien à voir avec votre projet, parce que c'est peut-être elle qui fera apparaître quelque chose. Il s'est butiné çà et là, au gré de ses lectures, de ses rencontres, à travers les disciplines, les champs théoriques, accueillant en souplesse ce qu'il découvre, s'adaptant et adaptant son trajet à la complexité du monde.
Tout ceci participe d'un élément clé de sa métisse de chercheur. Lorsqu'il rencontre Carl Rogers, grâce à Max Pages qui était un de ses étudiants aux États-Unis, ils deviendront novateurs en développant la psychologie humaniste en France. Dans le même sens, il est psychosociologue et comme le souligne Ardoino dans Penser l'hétérogène, ils sont aussi psychosociologues parce que cliniciens mais par ailleurs, psychologues sociaux et anthropologues grâce à leurs diverses activités et intérêts disciplinaires, sociologie, psychologie, économie, sciences de l'organisation, et ceci pas nécessairement contre l'institution. En effet, ça me paraissait naturel de coopérer avec les fonctionnaires à condition qu'effectivement, nous conservions notre souplesse de recherche et d'autonomie, qu'on ne nous dise pas ce qu'on doit trouver, qu'on nous dise ce qu'on voudrait explorer. Pour André de Peretti, l'administration permet d'organiser les structures, de créer et d'entretenir une dynamique de mouvement où les différents acteurs ne sont pas dépossédés de leur créativité, ceci en opposition à la bureaucratie qu'il place du côté des inerties, des freins, des entropies. Aussi son intelligence, sa malice font la différence et lui permettent d'aller où il le souhaite précisément, mais avec les intéressés. Si vous attaquez l'administration quelle qu'elle soit, ils vont réagir en se défendant, vous allez la maintenir dans ce que vous voudriez qu'elle change. C'est en rusant, en trouvant ce petit obstacle, cette réalité, ce petit trou de souris que vous allez permettre que des gens se déplacent. On comprend qu'il se considère comme un analyseur d'interstices. Pour une pédagogie innovante. Le lien entre théorie et pratique sonne juste le concernant et est probant. En effet, il nous fait partager son vécu d'hier, porteur d'espoir qu'il a pu expérimenter lui-même en tant que professeur, formateur, directeur, chercheur, conseiller ministériel, avec des actions concrètes sur le terrain d'aujourd'hui, ce qu'il constate encore par lui-même lors d'interventions. Comme il l'a largement argumenté à travers ses écrits et lors de conférences, André de Peretti préconise une organisation tripartite. Donc 1. L'organisation matérielle, 2. L'organisation des rôles et 3. L'organisation du temps et des fractions autour de la question « Qu'est-ce qu'on fait ?» Plus que l'évaluation récurrente actuelle, il est favorable à l'auto-évaluation à propos de laquelle il existe des quantités de solutions, pour peu que l'on soit imaginatif, car la science procède, découle, à partir des erreurs, précise-t-il. Nous le voyons, André de Peretti est débordant d'idées novatrices, toujours attaché à associer l'apprenant dans sa formation, à lui donner un rôle pour le responsabiliser et l'impliquer afin qu'il s'en sente acteur. En parallèle, parce qu'ils sont liés, il convie l'enseignant à réfléchir à sa posture et à l'adapter pour que chacun puisse trouver sa place, apprendre et s'épanouir. Sa posture invite l'apprenant à s'auto-former en bannissant la compétition. Apprends pour toi et pour les autres, par toi et par les autres, avec les autres. 22. Comme il le rappelle au cours de l'entretien en se référant à Teilhard de Chardin, tout ce qui monte converge. Il faut aider chacun à monter dans ses propres valeurs, dans le sens où il ne s'agit pas de convertir les personnes mais de les soutenir. Il cherche à favoriser une ascension mutuelle et conjointe. Il pense nécessaire d'alterner judicieusement apport théorique et mise au travail, grâce à une préparation minutieuse que le formateur est capable d'ajuster à son public. Il doit pour cela faire preuve d'imagination, de création. Par le passé, et lorsqu'il intervient encore aujourd'hui lors de conférences, il parle sans notes, mais il garde toujours à proximité un petit carnet dans lequel il a noté en lettres microscopiques, que lui seul peut lire, une kyrielle de mots essentiels qu'il craint d'oublier, confère la photo de couverture. Quand il enseignait à l'université, ses propositions étaient différentes de celles des collègues classiques. À travers la dynamique de groupe, il tenait aux interactions entre étudiants, aux interventions de professionnels. Aussi, il est heureux de certaines initiatives concrètes d'aujourd'hui. Lors d'un récent séminaire, à travers des outils comme le blason et la bicyclette, il rassemble l'équipe de direction et les 60 délégués de classe. Je les ai fait travailler pendant 4 heures en leur faisant construire leurs fonctions. Question de rien du tout, mais autre chose que de savoir ce qu'on va faire, des choses qui soient suggestives, symboliques. Il nous fait partager un autre exemple concret d'une école ouverte qui s'appuie sur la pédagogie multi-âge, et dont il admire l'originalité et les évolutions au fil du temps, avec l'appui du maire qui donne des moyens et le soutien de l'inspectrice d'académie. Par ailleurs, il se réjouit d'une situation de travaux personnels appliqués qui invite élèves et enseignants à des échanges productifs et créatifs,
comme le lui raconte un de ses petits-fils. Il a fait un film avec plusieurs collègues camarades soutenus par plusieurs professeurs en interdisciplinaire. Dans le même sens, le réseau réciproque d'échange de savoir 23 s'inscrit dans une dynamique d'inachèvement de l'homme, d'éducation tout au long de la vie 24. La recherche fait partie de l'existence quotidienne de tout le monde et on peut à chaque instant éviter justement l'inertie, l'entropie. On s'attache à une réalité si belle soit-elle. À chaque instant, hop, création. Chaque personne doit savoir qu'elle a quelque chose à apporter. C'est en ce sens qu'il s'interroge quant à l'absence de forme progressive en grammaire. Nous sommes en tout ou rien. Ce qui m'avait frappé c'était, lorsque nous avons eu à traduire le livre de notre ami Carl Rogers On Becoming a Person, cela veut dire en train de devenir une personne, ce n'est jamais fini. Nous, on traduit le développement de la personne, ça y est, c'est fait. Aussi, il créait un néologisme, l'inversence pour exprimer ce mouvement, cette création perpétuelle en chacun de nous. À plusieurs reprises au fil de l'entretien, il revient sur ses ouvrages éclectiques entre travaux scientifiques, pédagogiques, essais, théâtre et poésie, parfois méconnus du grand public. Ne cachant pas son désarroi et son incompréhension face à des procédés éditoriaux qui se contentent de publier sans se préoccuper de la diffusion, ou qui semblent les seuls décideurs, comme s'ils étaient les détenteurs des ouvrages dans la mesure où ils ont les droits sur eux. Lui est prêt, comme il l'a fait avec François Muller 25, à mettre ses livres en ligne pour le plus grand nombre. En effet, certains ouvrages pédagogiques, tels que Techniques pour communiquer, organiser des formations en encore 1001 propositions pédagogiques, sont de véritables outils de travail. À aucun moment il ne les a conçus comme des dogmes à suivre à la lettre. Il les imagine comme des appuis, des sources d'inspiration, invitant à la réflexion à travers une certaine forme de liberté créatrice. Point crucial et pourtant, où en est-on aujourd'hui ? Comment rebondir ? Dans un contexte déconcertant ? En effet, les enseignants sont pré-recrutés sur les savoirs à transmettre plutôt que sur la façon de les transmettre. Ayant participé de l'initiative des ex-MAFPEN 26 et IUFM 27, dont nous savons l'avenir plus qu'incertain, nous partageons son incompréhension, ses désillusions, lorsqu'il nous fait part de propos entendus par un formateur y exerçant. La mort de cet IUFM est décrétée depuis 2 ans. Avant il faisait un petit quelque chose mais à l'heure actuelle c'est pire, c'est rien du tout. Débrouillez-vous. J'emploie un mot poli. Que peuvent construire les enseignants sans le soutien des politiciens ? Questionne-t-il en remarquant que cette position ne date pas d'hier ? Et de déplorer les revendications des républicains dont la culture est un mode d'exclusion de tous ceux qui ne sont pas pareils à eux, avec une pseudo-interprétation de Platon et un idéalisme d'excrétion. Il traite les autres en excrément 28. André de Peretti recontextualise dans la foulée l'avilissement du travail manuel qui perdure depuis le XVIIIe siècle. Et il se souvient. Je voyais beaucoup de collègues quand des élèves ne marchaient pas leur disant « il va aller faire un cap » et on traite l'élève de nul. On identifie la non-conformité des résultats qu'on attend de lui, à la nullité de sa personne. Et pour un gamin qui a envie d'utiliser ses mains, de faire de l'artisanat, pourquoi ? Indubitablement avec les valeurs qui sont les siennes, son intérêt pour l'autre et son action sur le terrain, il ne peut s'y résoudre et explique les dangers irréversibles d'exclusion et de ségrégation. Ceux-ci ont déjà été subis il n'y a pas si longtemps dans l'histoire à travers le mythe identitaire, dans le sens où chaque élève est différent dans sa culture familiale, son rythme d'apprentissage, face à des enseignants également singuliers. Il ajoute : j'ai ironisé sur le contenu de formation devant plusieurs ministres en disant qu'effectivement, tout se passe comme si dans ces milieux de gens éclairés l'idée que quand on a des idées riches dans la tête, il suffit qu'on ait un tube de transmission pour qu'automatiquement ça monte au même niveau sans plus d'efforts. Aujourd'hui, les attentes ministérielles sonnent comme des injonctions qui inhibent les idées et les actions créatives des enseignants face à l'inspection qui sanctionne. Par crainte, ils doutent et ne semblent pas avoir d'autre choix que celui d'obtempérer. André de Peretti se montre dérouté par cette forme d'autodestruction. Alors que justement, il y a une richesse extraordinaire à la fois de grands pédagogues mais aussi de collègues qui ont fait des choses mais qui n'en parlent pas, qui n'osent pas en parler. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.